C'est un outil supplémentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour se déplacer, on a plein d'outils. On a des avions, on a des voitures, on a un vélo. Voilà. Donc là, ça sera un outil supplémentaire pour certaines tâches. Je pense que déjà, ce qu'il faut voir, c'est que la voiture a révolutionné notre quotidien. Mais c'est pas pour autant qu'on a arrêté de marcher, de courir et de faire du vélo. Je pense qu'en effet, il y aura des usages qui vont être révolutionnaires, mais je ne crois pas au remplacement total de l'humain et de son intelligence par une intelligence artificielle. Il y aura une cohabitation qui sera nécessairement enrichissante pour l'être humain. Bienvenue dans le monde de la cyber. Je m'appelle Leslie Fornero et je travaille dans la cybersécurité. Avec ce podcast, je vous emmène à la découverte de ce monde à la fois merveilleux et terrifiant. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du monde de la cyber. Aujourd'hui, je rencontre Constant Bridon qui vient nous parler d'intelligence artificielle et de cybersécurité. Constant, bonjour. Bonjour Leslie. Bienvenue. Donc là, on va parler de deux sujets assez techniques et complexes qu'on va essayer de décrypter ensemble. Déjà, moi, j'y connais rien à l'intelligence artificielle. Donc l'idée, ça va être de découvrir le sujet. Et pour pas se perdre tout de suite avec des termes trop techniques, on va commencer par les bases. Donc déjà, définir ce que c'est l'intelligence artificielle. Essayer de comprendre où est-ce qu'on peut la trouver dans les objets, dans les solutions qui nous entourent au quotidien. Et dans la deuxième partie de l'émission, on va parler de l'intelligence artificielle appliquée à la cybersécurité, puisqu'ici, on est dans le monde de la cyber. Donc, ça va être quels sont les enjeux de cybersécurité aujourd'hui, pourquoi l'intelligence artificielle peut aider à lutter contre ce nouveau risque. Et pour nous éclairer sur le sujet, donc j'ai la chance d'avoir en face de moi l'interlocuteur parfait, Constant Bridon. Donc, tu enseignes l'intelligence artificielle appliquée à la cybersécurité à l'école Hexagone et tu es lead IA chez Arfang Lab. Est-ce que déjà, avant de commencer, tu peux nous en dire un peu plus sur ces deux métiers que tu exerces aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Merci de me recevoir. Je suis très content d'être ici. Donc, pour éclairer un petit peu ce que je fais aujourd'hui, ça fait une dizaine d'années que je travaille dans la manipulation et la valorisation de la data au sens large, et donc dans l'intelligence artificielle en particulier. Comme tu le disais, actuellement, je travaille chez Arfang Lab, qui est une entreprise de cybersécurité, en tant que lead IA. Et à côté, j'interviens sur des cours en cybersécurité. Donc, pour mon activité chez Arfang Lab, ça consiste à concevoir, implémenter et déployer des solutions de détection de cyberattaques ou de comportements malveillants. Et pour la partie enseignement, c'est expliquer quels sont les outils, quelles sont les méthodes qui permettent de concevoir ces outils, notamment pour la cybersécurité, mais pas que, puisqu'on en voit partout aujourd'hui. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours universitaire et professionnel ? Comment est-ce que tu as découvert le monde de la cybersécurité ? Alors, c'est un peu particulier parce que c'est pas du tout un univers auquel je me destinais au départ. Moi, j'ai une formation très théorique, plutôt en mathématiques appliquées, notamment en télécommunications. Et initialement, je me destinais plutôt à l'enseignement supérieur et à la recherche. Donc, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je continue à enseigner. Et j'ai commencé à coder littéralement sur le tard, à la fin de mes études, plutôt pour mon master de recherche. Et en fait, je suis rentré dans le monde de la cyber par le monde de la donnée et la valorisation de la donnée. Donc, pour ce travail que je faisais en master, je travaillais sur le développement et le déploiement de la 4G, et notamment savoir où est-ce qu'on pouvait implanter les différentes antennes 4G de manière optimale. Et un peu à la manière de Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir, j'ai fait du machine learning, de l'intelligence artificielle, on y reviendra, sans le savoir, puisque j'ai utilisé un algorithme qui permettait de déterminer de façon optimale où il fallait mettre ces antennes. J'ai trouvé ça super intéressant, et donc par un concours de circonstances, je ne me suis pas destiné à une carrière académique et je suis plutôt parti dans le monde du conseil. Là, on est à la fin de 2015 et dans le monde privé, on commence juste à parler de machine learning, à peine de deep learning. Et donc mes clients à l'époque avaient besoin d'acculturation, d'accompagnement, de comprendre ce que c'était, ce que ça faisait, ce qu'il était possible de faire et de ne pas faire. Donc ça m'a permis de m'approprier toutes ces technos, de les manipuler et d'en comprendre finalement la portée et le potentiel. Et assez rapidement, j'ai voulu implémenter ça, puisque le conseil, c'est surtout de la recommandation et assez peu d'implémentation. Donc je suis passé du côté produit. Dans un premier temps, dans le covoiturage, et ensuite dans la cyber. Donc c'est un cheminement assez chaotique et qui arrive à la cyber un peu par hasard. Mais ce qui est intéressant, c'est que par le prisme de la donnée, on peut utiliser les méthodes dont on va parler pour du covoiturage ou pour de la cybersécurité. Pour répondre un peu plus à la question pourquoi la cyber, en fait, moi j'ai trois critères, on va dire trois axes qui m'ont motivé.
Le premier, c'est précisément la motivation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de continuer à apprendre, d'être dans un milieu dynamique où les choses évoluent très vite. Et donc, la cyber, parfait. On peut difficilement faire mieux. C'est prometteur aussi. C'est un milieu qui est très porteur en cette période économique un peu troublée. Le deuxième axe, c'est la conviction. Je suis très attaché à travailler à une industrie qui a du sens déjà et qui bénéficie au sens large à la renommée française. J'entendais Yann Bonnet qui parlait de faire rayonner l'excellence française. C'est un peu ça. Je pense qu'on a raté beaucoup de choses d'un point de vue informatique en France. On a raté le cloud, on a raté le hardware. Je pense qu'on peut faire quelque chose d'un point de vue cyber et j'ai envie d'incarner ce truc-là et d'y contribuer en tout cas. Et enfin, le domaine de la cybersécurité, quand on fait de la manipulation de données, en fait, c'est un gigantesque parc d'attractions puisqu'on a des volumes de données absolument incommensurables, des données de type très très variés et en fait, on a littéralement des problèmes de riches, c'est-à-dire qu'on a trop de données. Donc, pour les valoriser, c'est vraiment enrichissant. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivé dans le monde de la cyber et honnêtement, je suis très content. C'est vachement plus drôle que de travailler pour un fonds d'investissement ou pour une banque. Alors, je vais faire un petit aparté, mais c'est la première fois qu'on me dit qu'on a trop de données en cybersécurité. D'habitude, on dit on n'a pas assez de données historiques, c'est très difficile de maîtriser ce risque parce que c'est un risque nouveau, évolutif. Pourquoi tu dis qu'on a trop de données ? En fait, c'est bien sûr que historiquement c'est très dur et sur l'aspect temporel de ces données, comme l'état de la menace évolue en permanence et qu'il y a de nouvelles menaces qui arrivent, de nouveaux types de maliciels ou autres, c'est assez difficile de se reposer sur un historique de plusieurs centaines d'années. Mais en informatique en règle générale, un ordinateur c'est un générateur de données finalement. Donc, tu récupères les logs de l'ordinateur, il y a une quantité d'informations. Après c'est assez ingrat puisqu'il faut pouvoir quand même les exploiter. Si je dois prendre un exemple, aujourd'hui, on a une gigantesque base de données de fichiers binaires. Il y a plus de 55 millions de fichiers dans cette base, juste pour des fichiers binaires. Qu'est-ce que c'est un fichier binaire ? Fichier binaire, c'est un fichier qui va s'exécuter sur une machine et qui va faire une tâche particulière. Donc, quand tu lances n'importe quelle application sur ton ordinateur, c'est un fichier binaire. Et les malwares, les maliciels sont des fichiers binaires la plupart du temps. Donc, c'est du code qui est compilé pour s'exécuter sur une machine et avoir un certain comportement qui peut être légitime ou malveillant. Donc, pour travailler dans l'intelligence artificielle et dans la cybersécurité, il faut être passionné de données. C'est ça, c'est le premier prérequis. Alors, en tout cas, il faut avoir envie de manipuler ces données pour en extraire quelque chose. Moi, ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est de créer de la valeur avec cette manipulation de données. Ça ne m'intéresse pas de faire des modèles pour faire des modèles parce qu'ils sont élégants. Ce qui m'intéresse, c'est de faciliter le travail de certaines personnes et c'est ce que je fais au quotidien. C'est-à-dire que les algorithmes qu'on conçoit, ils ont pour but d'apporter de l'information aux utilisateurs de notre outil, qui sont principalement des analystes sécurité, et leur permettre de savoir rapidement si tel ou tel fichier binaire est malveillant, si tel ou tel comportement est suspect. Et donc, oui, il faut avoir envie de convertir ces méthodes-là dans un produit et créer de la valeur pour les utilisateurs finaux. Et je pense que c'est ce qui va nous permettre de faire la transition sur l'intelligence artificielle. Justement, je me disais, allez, c'est le moment, on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà, première question qui est clé pour cet épisode, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle ? De quoi parle-t-on ? Alors, c'est une question un peu compliquée puisqu'il n'y a pas de définition unanimement reconnue de ce qu'est l'intelligence artificielle. Je ne vais pas te faire l'affront de sortir la définition du Larousse, mais cette définition, celle que je vais donner, elle est très personnelle, mais je trouve qu'elle est très pratique parce que précisément, elle parle du quotidien et de ce qu'on en fait. C'est une définition pragmatique, c'est-à-dire que pour moi, l'intelligence artificielle, c'est la combinaison de deux choses. C'est un modèle, et ce modèle est fait par des méthodes particulières qui sont propres à l'intelligence artificielle. Donc, on parle aussi de machine learning. Et ce modèle, on l'applique à un cas d'usage. Donc, si je prends un exemple pour la météo, voilà, on veut prédire la météo, et on va prendre des outils mathématiques, le modèle propre au machine learning, et on va l'appliquer à la prédiction de la météo, de la précipitation, peu importe. Et c'est cette combinaison des deux qui fait qu'on parle d'intelligence artificielle. Et donc, c'est pour ça que je dis que parfois, l'intelligence artificielle, c'est du machine learning en application. C'est-à-dire qu'on va en faire un produit qui va s'appuyer sur un modèle. Peut-être l'appliquer à un autre exemple concret. Où est-ce qu'on peut voir de l'intelligence artificielle dans notre quotidien et nous en dire un peu plus sur ces modèles dont tu parles, justement ? Alors, du coup, je vais le faire en deux temps. Je vais prendre un exemple beaucoup plus simple et lui donner le déroulé classique de ce qu'on fait en machine learning et en intelligence artificielle. Et puis après, revenir sur les différents exemples qu'on a dans le quotidien.
Je vais prendre un exemple qui va parler à tout le monde, qui est un exemple un peu tarte à la crème, parce que c'est vraiment le premier exemple qui est donné quand on commence à étudier le machine learning, c'est prédire le prix d'un appartement. On va acheter un appartement, on veut prédire son prix, et donc, pour comprendre comment on va répondre à cette question par l'intelligence artificielle, c'est déjà, on va essayer de poser un modèle. Un modèle, c'est une hypothèse et des moyens de tester cette hypothèse. Donc, l'hypothèse que je vais poser dans ce problème-là, c'est que je vais dire que le prix d'un appartement ne dépend que de sa surface, de son nombre de pièces et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, de l'année de construction ou de rénovation. Donc, on a 3 variables. Et mon hypothèse, c'est que ça dépend linéairement de ces variables. C'est-à-dire que le prix de l'appartement, c'est alpha fois le nombre de pièces, plus bêta fois la surface, plus gamma fois la date de construction. Ça, c'est une hypothèse. Elle est bonne, elle n'est pas bonne, je ne sais pas. Mais ce que je vais faire, c'est qu'à partir de cette hypothèse, je vais déterminer les meilleurs coefficients alpha, bêta, gamma pour déterminer ce modèle, en fait. Et donc, une fois qu'on a posé l'hypothèse, le modèle, il va avoir 2 étapes fondamentales qui vont être ce qu'on appelle l'entraînement, l'apprentissage. C'est pour ça qu'on parle de machine learning, apprentissage automatique, puis l'inférence. Sur l'étape d'entraînement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer des informations sur tout un ensemble d'appartements pour lesquels on a les 3 variables dont j'ai parlé et le prix. Et donc, mathématiquement, on va transposer le problème d'apprentissage en un problème d'optimisation, c'est-à-dire qu'on va essayer de déterminer les 3 coefficients de telle sorte que le modèle soit le plus proche de la réalité. En fait, on va se donner une fonction qui est fondamentale en intelligence artificielle, surtout en machine learning, qui est la fonction coût. C'est-à-dire qu'on va transposer notre modèle à la mesure de sa performance. Et le problème d'apprentissage, ça va être un problème de minimisation, d'optimisation. Et on va déterminer ces coefficients de telle sorte que le coût soit le plus faible possible. Donc là, ce que tu peux faire, c'est te dire le coût, c'est la différence entre le prix réel et le prix prédit. On va faire la moyenne de toutes ces prédictions et on va chercher à diminuer au maximum, au minimum en l'occurrence, diminuer cette valeur en fonction de ces 3 paramètres qu'on s'est donnés. Une fois qu'on a trouvé le problème, quand il est bien posé, admet une seule solution. C'est pas toujours le cas, mais en tout cas, on peut lui trouver un minimum si on s'est bien débrouillé. Et une fois qu'on a déterminé ces 3 paramètres, le modèle, il est entraîné, il est déterminé. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va l'appliquer à de nouvelles données, donc de nouveaux appartements, pour lesquels on a ces 3 valeurs, mais pas le prix. Et donc, ce qu'on espère très fort, c'est que là, ça marche et que le prix représente vraiment la valeur réelle de l'appartement. Donc, pour s'assurer de la validité de notre modèle, on va le tester sur des valeurs pour lesquelles on a la valeur du prix et faire cette comparaison. Donc, il y a vraiment cette étape de je me donne un corpus sur lequel je vais apprendre, je me donne un corpus sur lequel je vais tester la validité du modèle, et ça va me donner la mesure de performance de mon modèle, et ensuite je vais pouvoir légitimement l'appliquer sur des données sur lesquelles je n'ai pas la vraie valeur. Donc ça, c'est vraiment fondamental dans l'étape de conception d'un modèle. Une fois que c'est fait, on arrive à déterminer si le modèle est suffisamment bon ou pas, et s'il n'est pas assez bon, je vais essayer de trouver plus de données pour lui donner plus d'informations, ou alors je vais essayer de lui donner plus de variables. Je vais prendre en compte, par exemple, les taux directeurs, la valeur des taux directeurs. Et éventuellement, si jamais ça marche toujours pas, je vais essayer de faire évoluer la modélisation, c'est-à-dire l'hypothèse que j'ai posée. Et je vais dire que le modèle, c'est plus une dépendance linéaire avec ses variables, mais ça peut être une dépendance non linéaire. Par exemple, si la surface fait plus de 160 mètres carrés ou non, ou si la surface est comprise entre 50 et 70 mètres carrés, etc. etc. Et donc, c'est ça, en fait, faire un modèle. Et la conclusion est vraiment ce qui est crucial, c'est que comprendre que l'apprentissage a été traduit comme un problème d'optimisation. Comment on fait pour apprendre à une machine, justement ? Comment tu lui injectes de la donnée ou de la connaissance même ? En fait, justement, c'est ça, c'est que ce qu'on lui donne, c'est des données. Et justement, on préforme le modèle en lui disant tu dois manipuler ces données de cette façon-là. Ça me fait sourire parce qu'en fait, la première définition de l'intelligence artificielle, c'est une citation, je crois apocryphe maintenant, mais de Arthur Samuel en 59, à la fin des années 50, qui dit que l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle, c'est la capacité à un ordinateur d'apprendre sans être programmé explicitement. Donc bon, c'est un peu une... Ça fait un peu peur. Ouais, et puis c'est un peu une ontologie, c'est-à-dire que tu n'as rien défini quand tu dis ça. Donc en fait, factuellement, on ne dit pas à la machine débrouille-toi. On lui donne des données, on lui donne un comportement qu'elle est censée reproduire, et on mesure la validité de ce comportement qu'elle reproduit. Et ça, c'est vraiment ce fonctionnement-là qui est assez important. Et peut-être qu'on pourra en parler ensuite, mais c'est là où il y a déjà des limites dans cette démarche de l'apprentissage à partir des données, parce qu'en fait, peut-être qu'on va lui filer des données qui n'ont aucune
validité physique avec le problème en cours, mais qui vont permettre d'avoir un comportement qui va donner un résultat satisfaisant. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de la problématique entre corrélation et causalité. Oui, mais finalement, il faut toujours un humain derrière qui va contrôler les données qui sont données à la machine. Est-ce que ça t'arrive aussi de retirer de la donnée et dire finalement ça ne le prend plus en compte, par exemple ? Oui, alors il y a plusieurs écoles dans l'apprentissage automatique. Moi, je suis partisan de on prend tout ce qu'on peut et puis après on essaye d'en enlever et justement on refait cette phase d'apprentissage et on voit si la performance s'améliore parce que c'est le compas, hein. Cette mesure de performance, c'est vraiment le phare dans la nuit qu'il faut suivre et sur lequel il faut rester parce qu'en fait il n'y a rien de pire, je pense, en tout cas ça c'est un retour d'expérience que j'ai après une petite dizaine d'années dans le domaine, c'est qu'il n'y a rien de pire que de suivre son intuition dans ce genre de situation. En fait, un data scientist, il pense pas, il constate. Donc, il a besoin d'avoir cette mesure de performance. On peut avoir des idées, on peut les tester, mais il faut les confronter sur une chose qu'on peut quantifier et se dire, bah oui, là, on a amélioré le modèle parce que la mesure de la performance a été suffisamment améliorée. Mais il faut aussi être très critique sur la façon qu'on a de mesurer la performance d'un modèle. Donc, c'est assez compliqué. Ce qu'il faut faire, c'est justement avoir cette boucle de rétroaction sur la valeur d'un modèle qui soit la plus courte possible pour pouvoir tester ses idées et voir, mesurer, quantifier ce qui marche pas. Ce qui marche pas. Voilà. Et adapter. Et je reprends juste sur ce que tu disais, les données à la machine. En fait, c'est pas, faut pas voir la machine comme une énorme usine à gaz dans laquelle on va acheter des sauts de données et qui va sortir quelque chose. Derrière, c'est du code, c'est de l'implémentation. Et derrière, c'est aussi des algorithmes mathématiques. Et donc, c'est pour ça aussi que je trouve ça important d'enseigner parce que ça me permet aussi d'apprendre en ayant compris, de voir comment ça fonctionne derrière et de voir quels sont les comportements attendus d'un modèle par rapport à une problématique. Et c'est ce qui permet justement d'affiner ces intuitions qu'on peut avoir, qu'on peut tester ensuite. Donc finalement, tu as des intuitions. Oui, bien sûr, mais je ne les suis pas aveuglément. Oui, je comprends. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'intelligence ? Pourquoi on fait de l'intelligence artificielle aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça nous permet de faire ? Alors, c'est l'avènement finalement de l'intelligence artificielle. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est assez récent. On en parle beaucoup sur les 15-20 dernières années. Mais donc le machine learning dont je parlais et l'apprentissage automatique, c'est des concepts mathématiques qui datent littéralement du XVIe siècle, XVIe, XVIIe siècle, puisque tout ce qu'il y a derrière les algorithmes d'apprentissage derrière, c'est une méthode très connue de calcul d'optimisation qui s'appelle la descente de gradient, qui a été inventée par Isaac Newton. Donc bien avant la création de l'ordinateur. De l'ordinateur, et on ne parlait pas d'ordinateur. Et donc derrière, c'est le fondement mathématique. Et donc on serait légitime de se dire, mais pourquoi en fait ça explose maintenant alors que c'est des choses qui existent depuis littéralement 400 ans ? C'est qu'en fait, on est à l'ère du tout connecté, l'ère du digital, et c'est ce que je disais sur les ordinateurs qui génèrent de la donnée en permanence. En fait, c'est ça, c'est qu'on génère de l'information numérique en permanence sur tout ce qu'on fait, que ce soit avec ton ordinateur, ton téléphone, ce qu'on est en train d'enregistrer. Et donc, on en fait un tel volume que on n'arrive plus à l'appréhender en tant qu'être humain, c'est trop. C'est-à-dire qu'on ne peut plus suivre toutes ces informations manuellement. Et donc, je pense qu'une des raisons pour lesquelles ça explose, c'est que l'intelligence artificielle, telle que produit, comme je l'ai défini précédemment, permet de synthétiser toute cette information et d'en extraire des signaux utiles. Donc ça, c'est vraiment ce qui légitime finalement l'utilisation de ces technologies. Il y a aussi la volonté de généraliser à partir de l'existant. Si je prends un exemple sur lequel on reviendra peut-être en deuxième partie, pour la cybersécurité, il y a un enjeu crucial à déterminer les maliciels, et donc, enfin les malwares. Et donc, il y a la démarche par antivirus. Les antivirus, la plupart du temps, comment ils fonctionnent, c'est qu'ils ont une grosse table dans laquelle il y a un identifiant unique d'un fichier binaire, et il dit c'est un malware, c'est un goodware. Je schématise, c'est pas que ça, mais la démarche est celle-ci. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand il y a un nouveau malware ? Bon, s'il est dans la table, c'est bien, mais s'il n'y est pas, il n'était pas connu voilà. de l'intelligence artificielle, du coup. Alors, même juste de la table, en fait. Même juste de la table. Qu'est-ce que tu appelles table ? C'est la référence, en fait. C'est-à-dire que, imagine que demain, tu dois faire un antivirus. Donc, ce que tu vas faire, c'est un grand tableau Excel, dans lequel, un grand tableau, et dans lequel tu vas mettre un identifiant unique de ce fichier. Et toi, expert cybersécurité, tu vas dire c'est un malware ou c'est un goodware. Et le jour où le truc se lance sur une machine, tu vas aller regarder dans le tableau, à l'entrée correspondante, c'est un malware, on l'arrête, c'est un goodware, on continue. Mais si jamais il n'est pas dans ta table de référence, dans ton registre, en fait, tu peux rien faire. Et ce que permet, ou en tout cas ce qu'on cherche à atteindre avec l'intelligence artificielle, c'est avoir une capacité de généralisation sur des choses qu'on n'a pas encore vues. C'est un peu l'intérêt. Et cet exemple est particulièrement pertinent, puisque c'est quelque chose qu'on a observé
récemment, on arrive à détecter des malwares qui n'étaient pas forcément détectés par des antivirus, mais qui sont détectés par des algorithmes sur lesquels on a travaillé. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a des créations de nouveaux virus, j'ai envie de dire tous les jours, en tout cas fréquemment. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir les reconnaître alors qu'ils n'étaient pas connus. C'est un peu comme quand on parle des failles Zero Day, ou c'est autre chose? Alors, les failles Zero Day, c'est un petit peu plus élaboré comme problème, mais c'est exactement la même mécanique. C'est-à-dire que quand tu as une vulnérabilité, une fois qu'elle est connue, tu la publies et ensuite tu développes ce qu'il faut faire pour la corriger. Tant qu'elle n'est pas connue, en fait, elle est exploitable et on peut l'utiliser. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que tant que le malware n'est pas connu, en fait, personne va se rendre compte que c'est un malware et il peut être utilisé. Et on est vraiment dans cette démarche-là d'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est qu'il y a tellement de malware aujourd'hui que maintenir ce tableau, c'est un peu compliqué. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Ça prend aussi beaucoup d'intelligence, puisque ça suppose d'avoir des personnes qui sont capables de qualifier le fichier binaire en disant oui, c'est un malware parce que. Et donc ça prend du temps. Si jamais tu fais des millions de malware tous les jours, en fait, il faudrait des millions et des millions de personnes pour les qualifier. Donc il y a ce côté synthèse de la donnée dont je parlais et capacité de généralisation. Donc c'est vraiment ces deux aspects-là qui sont utiles sur l'intelligence artificielle. Alors j'en parlais dans la cybersécurité, mais c'est un peu partout aussi. T'en détectes combien par an des nouveaux malwares? Je n'ai pas de chiffre exact. Tu veux dire, il y en a combien de nouveaux ou combien j'en détecte? Combien toi t'en as détecté avec tes outils? Alors c'est un sujet qui est un peu délicat parce qu'en fait, et fort heureusement, la caractérisation de l'utilisation d'un malware sur une machine, c'est un événement qui est très rare, heureusement. Mais il suffit d'une fois. C'est le problème dans la sécurité, c'est que, en fait, quand bien même statistiquement c'est très faible, on est à 0,0001% de chance que le truc arrive, mais quand il arrive, c'est dramatique. Donc, sur les choses sur lesquelles on a travaillé, on en a détecté objectivement peu par rapport à tout ce qui est analysé. Et donc, c'est là qu'on a un enjeu aussi de faire en sorte que nos algos ne fassent pas de fausses alertes, parce que sinon, c'est un peu Pierre et le loup, à force de se dire qu'il y a une alerte, mais c'est pas une vraie alerte. Du coup, on prend plus en considération ce truc-là. Et donc, le moment où il y a vraiment une attaque, on s'en rend pas compte. Ce qu'on fait, c'est plutôt une logique de se dire, on a plusieurs modules de détection qui sont basés sur de l'intelligence artificielle, mais qui sont aussi basés sur des techniques de cyber classiques, on va dire. Et on superpose, en fait, ces différents modules. Et ce qu'on propose, c'est la synthèse de toutes ces informations-là pour prendre une décision, pour savoir si c'est un malware ou pas et s'il faut remédier à l'attaque. Parfois, ils sont détectés que par les méthodes classiques. Très souvent, ils sont détectés par les deux. Et parfois, mais très très peu, ils sont détectés que par l'intelligence artificielle. Mais on a déjà vu ce cas-là. Et en tant que concepteur de l'algo, c'est très agréable de le voir parce que on se dit qu'on apporte quelque chose. Mais l'idée, c'est d'avoir suffisamment de harnais de sécurité et d'avoir suffisamment d'informations pour le constater. Et donc, on tombe typiquement dans la partie généralisation dont je te parlais précédemment. Et là, c'est pas tant sur le malware que sur comment on peut renforcer nos outils cyber classiques pour détecter ce type d'attaque. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de faire. On a des experts cyber qui travaillent avec ces outils classiques et c'est un échange permanent où nous, on leur propose des démarches presque naïve, puisqu'il n'y a pas cette connaissance métier de la cyber. Et c'est pour ça que par rapport à mon parcours, c'est assez intéressant que je n'ai pas fait de cyber auparavant, puisque j'ai pas tout le métier qu'ils ont et tous les biais positifs qu'ils ont, et leur apporter finalement un regard nouveau sur certaines problématiques. On a eu le cas très récemment sur des scripts PowerShell malveillants, où, alors les scripts PowerShell, c'est un langage de scripting propre à Windows. Et en fait, on a détecté, je crois que c'était 7 ou 8 scripts PowerShell sur un énorme corpus qui avait un score très élevé. Et c'est vrai qu'on les a donnés à l'équipe d'experts cyber et ils les ont regardés, ils ont dit c'est vrai qu'ils ont un comportement qui est discutable. Alors, c'est un autre sujet parce que c'est très difficile de dire si c'est réellement un malware ou non. C'est ça, c'est que là, j'ai l'impression qu'on est en train de commencer à développer ce genre de choses et que l'humain est très important derrière pour surveiller, pour arbitrer et pour finalement l'intelligence artificielle. Il y a le mot intelligence dedans, mais aujourd'hui c'est l'être humain qui va lui donner son intelligence. Complètement. Et justement là on arrive à cette partie où on va faire
en sorte que l'algorithme va apporter des informations que l'humain n'avait pas forcément et qu'il va prendre en compte. Donc sur cet exemple de scripting, on s'est dit comment on peut détecter ces scripts PowerShell-là et quelles sont les règles qu'on va mettre en place pour les détecter. Donc ça, c'est hyper satisfaisant parce que c'est vraiment une combinaison entre l'apprentissage de la machine et l'apprentissage humain. Et donc, moi, c'est un truc que je défends et je pense que c'est un outil supplémentaire pour devenir simplement nous-mêmes plus intelligents. Et surtout, c'est... en fait, ça ne va pas remplacer ce qu'on fait par ailleurs. J'aime pas trop le terme intelligence parce que ça sera peut-être plus parlant sur des cas plus grand public. En fait, la plupart des algos qui sont faits sont largement inspirés du comportement humain par ailleurs. Et là où ils sont intéressants, c'est qu'ils permettent de traiter plus de données plus rapidement, dans des environnements plus contraints. Un algorithme, ça dort pas, un algorithme, ça fait pas grève, donc voilà. Mais ça va pas remplacer l'intelligence humaine. Et d'ailleurs, si on fait un petit parallèle avec ce qu'on peut voir notamment dans le médical, il y a beaucoup d'algos qui sont faits pour détecter, je pense notamment à l'imagerie médicale, pour détecter par exemple des tumeurs. Il faut savoir que c'est des outils qui sont utilisés, mais il y a toujours un docteur dans la boucle. Mmh. Alors, en partie parce que c'est des sujets qui sont cruciaux et qu'en fait, il faut quand même avoir une expérience et une appétence métier pour vraiment être critique sur ce qui se passe, mais aussi et surtout parce qu'on ne peut pas faire aveuglément confiance à l'algorithme. C'est-à-dire que si l'algorithme, pour la détection de tumeurs, dit que c'est une tumeur bénigne et qu'en fait, c'est une tumeur cancéreuse, qui est responsable ? C'est une vraie question, mais c'est déjà utilisé aujourd'hui dans le monde médical, l'intelligence artificielle ? Oui, pour de la détection, pour traiter finalement l'imagerie médicale, c'est utilisé parce qu'en fait, il y a, je vais dire, c'est la loi de Pareto, il y a 80% de ce qui est généré en imagerie médicale qui sont traités en quelques secondes par un expert humain. Et puis il y a 20% où c'est un peu plus compliqué, il faut vraiment une compétence. Mais sur les 100%, en fait, on ne va pas se fier aveuglément à ce que peut sortir un algorithme parce qu'en fait, malheureusement, l'expert humain, et là en l'occurrence le médecin, fait office de, entre guillemets, fusible, parce que c'est sa responsabilité qui est engagée sur la décision ensuite. Et là, dans le médical, c'est crucial. Parce qu'en fait, si on fait une expérience de pensée et qu'on utilise aveuglément ces algos, si le diagnostic n'est pas bon, qui est responsable ? Les personnes qui ont recueilli les données, le data scientist qui a fait le modèle, voilà, c'est très compliqué. Ouais, donc il y a aussi ce garde-fou pour s'assurer qu'en fait, on ne suit pas aveuglément quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Souvent, c'est des modèles qu'en plus, on n'a pas forcément... Alors, l'interprétabilité des modèles, c'est un vrai sujet de recherche actuel, mais c'est encore assez balbutiement. Donc, on n'arrive pas forcément à comprendre ce qui fait une décision. Donc ouais, en tout cas, ça ne va pas remplacer l'être humain. Voilà, non, et j'en suis convaincu. Donc, quand on dit ça va être quoi le prochain tournant, ce qui va révolutionner la vie de l'être humain dans le futur, on peut citer parfois l'intelligence artificielle, mais finalement, ça va surtout nous aider à aller plus vite, j'ai l'impression, sur certaines choses. Mais ça peut être utilisé donc, pour des bonnes choses. Mais ça peut être utilisé aussi... il y a des limites aussi à l'intelligence artificielle. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, justement ? Ouais, bien sûr. En dehors du fait que l'être humain doit toujours surveiller derrière. C'est pas vraiment de la surveillance, c'est qu'en fait, ça va nous permettre... C'est un outil supplémentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour se déplacer, on a plein d'outils. On a des avions, on a des voitures, on a un vélo. Voilà. Donc là, ça sera un outil supplémentaire pour certaines tâches. Je pense que déjà, ce qu'il faut voir, c'est que... Mais ça ne va pas révolutionner notre quotidien. La voiture a révolutionné notre quotidien. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a arrêté de marcher, de courir et de faire du vélo. Je pense qu'en effet, il y aura des usages qui vont être révolutionnaires, mais je ne crois pas au remplacement total de l'humain et de son intelligence par une intelligence artificielle, mais plutôt à il y aura une cohabitation qui sera nécessairement enrichissante pour l'être humain. Et pour ça, j'ai plein d'exemples. Je peux peut-être en donner justement d'algorithmes de machine learning. Le premier, historiquement, qui était vraiment édifiant, c'est AlphaGo. AlphaGo, c'est une intelligence artificielle qui a été faite par DeepMind. DeepMind, c'est une entreprise britannique qui a été rachetée par Google, qui s'est fixé le défi un peu fou de faire une intelligence artificielle qui gagne au Go. Donc, le jeu de Go, c'est l'un des plus vieux jeux du monde. C'est un plateau où on place des pierres, alternativement des pierres blanches et des pierres noires, avec des règles qui sont extrêmement simples. Mais la taille du plateau fait que, et les petites subtilités dans les règles, fait que c'est très très difficile de le faire de manière automatique. C'est pas un morpion, quoi. C'est assez compliqué.
Et c'était un peu le dernier jeu de plateau pour lequel on n'arrivait pas à faire d'intelligence artificielle qui arrivait à battre l'être humain. Alors qu'on arrivait avec Deep Blue, d'ailleurs DeepMind s'appelle DeepMind à cause de Deep Blue qui est l'algo pour les échecs. C'était un peu le dernier jeu de plateau pour lequel on n'arrivait pas à faire une intelligence artificielle qui battait l'être humain. Et donc DeepMind a réussi à faire AlphaGo. Je ne sais plus très exactement quand est-ce que c'était, je crois que c'était en 2015-16, peut-être 16. Et donc, ils ont fait cette intelligence artificielle qui jouait au Go, qui a joué contre Lee Sedol. Donc, c'était un des plus grands joueurs de tous les temps. C'est l'équivalent de Roger Federer, en fait, dans le Go. Et lui avait dit non, mais je vais gagner, il n'y a aucun problème. Et donc, c'était en 3 manches gagnantes. Et en fait, il a pris 3-0. Et lui, le premier, était surpris. Et puis, il y a plein d'anecdotes autour de ça. Et il a quand même réussi à gagner la 4e partie. Et il a perdu la 5e. Donc on peut se dire, en fait, ça y est, le dernier verrou a sauté, on est battu à un jeu où on était très intelligent. Et en fait, maintenant qu'on a un peu de recul sur cet algo-là, 5-6 ans après, et en fait, de son propre aveu, Lee Sedol, il dit que ça lui a permis d'évoluer dans son jeu. Et la 4e partie, la seule qu'il a gagnée, il a fait un coup que les experts ont appelé la main de Dieu. C'est le coup 78 de la 4e partie, où en fait il a dû se dépasser, sortir du cadre, surprendre son adversaire qui était manifestement plus intelligent que lui. Et en fait, sans ça, il n'aurait pas trouvé ce coup-là. Et inversement... Donc ça va nous pousser à être encore plus intelligents. Complètement. Je pense que c'est un défi. Je pense que ça nous sort de notre zone de confort, mais ça ne nous remplacera pas parce que précisément, on arrivera en fait à s'approprier ces choses-là. Et l'exemple d'AlphaGo et de son successeur qui s'appelle AlphaZero est hyper intéressant parce qu'ils l'ont adapté aussi aux échecs, qui est un jeu que je suis beaucoup plus. Et tous les pros d'échecs jouent contre AlphaZero parce qu'ils trouvent que cet algo a une façon d'appréhender les échecs complètement différente et très synthétiquement, il favorise plutôt la mobilité des pièces que leur valeur. Et ça, c'est un truc, alors que ça fait des centaines d'années qu'on joue aux échecs, c'est un paradigme qu'on n'avait pas forcément vu. Et donc ça permet justement d'explorer des choses que notre finitude humaine ne nous a pas permis de voir pour l'instant, où finalement on accélère. Donc en fait, on l'apprend. Au final, on va créer une intelligence qui est plus intelligente que nous pour nous devenir plus intelligents. Ouais, je pense. Et en fait, là où il y a encore un verrou, c'est que un joueur de Go, il sait lasser ses chaussures, il sait conduire une voiture. Voilà, il arrive à avoir une intelligence qui généralise, qui fait plusieurs tâches. AlphaGo et AlphaZero, c'est une intelligence artificielle qui joue à des jeux de plateau. Donc en fait, elle ne va jamais conduire une voiture. Et d'ailleurs, l'exemple n'est pas choisi au hasard. Il y a d'autres intelligences artificielles qui permettent de faire des voitures autonomes, notamment. Et ces voitures autonomes, en fait, elles ont des algorithmes de détection pour déterminer s'il y a un piéton, s'il y a un panneau, s'il y a un feu, etc. Et on les assemble, tous ces algos, dans un seul et même produit qu'on va appeler justement voiture autonome. Mais ces algos-là ne permettent pas de jouer au Go. En tout cas, pas pour l'instant. Et donc, il faut je trouve que de conduire une voiture de manière autonome, c'est un peu plus dangereux que de jouer au Go. C'est-à-dire que si un jour il manque un panneau, la voiture, elle réagit comment ? Parce qu'il y a un humain derrière. Comment ça se passe ? Alors justement, c'était tout le problème. Il y a déjà eu des cas où une voiture autonome a percuté un piéton. Et donc, ils ont pu faire un petit peu d'analyse... c'est triste à dire, mais post-mortem, pour voir ce qui s'est passé. Et en effet, il y a eu un petit problème dans l'algo. En fait, la luminosité faisait que le piéton n'a pas été vu, et donc la voiture ne s'est pas arrêtée. Mais pour autant, pour l'instant, il y a eu... Alors, je connais ce cas de façon certaine. Il y en a peut-être eu d'autres, mais je ne pense pas que ça a dépassé la dizaine, alors que si on regarde sur l'histoire de l'humanité, le nombre d'accidents de voiture qu'il y a eu, voilà, il faut mettre ça aussi en perspective. Donc, proportionnellement, les voitures intelligentes sont plus intelligentes... que nous. En tout cas, elles ont un bilan moindre que nous. Alors après, elles roulent depuis moins longtemps, mais je ne suis pas partisan pour dire qu'on peut l'utiliser aveuglément, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, sur ces voitures-là, il est recommandé de quand même avoir les mains sur le volant. Il y a un rappel régulier pour remettre les mains sur le volant, etc. Et donc là, justement, on est dans la partie, on en fait un produit. Mais l'algorithme derrière, il n'a pas décidé de ne pas considérer ce piéton, et il n'a pas décidé de lui rentrer dedans. C'est juste qu'il a eu un problème dans sa détection, il ne l'a pas vu. Mais il n'y a pas de malveillance ou de bienveillance. En fait, il a juste failli à sa tâche de détecter quelque chose, et c'est possible. Ce que l'être humain fait aussi. Ce que l'être humain fait aussi. Et qu'il peut faire parce qu'il s'endort, parce qu'il a faim, parce que ça fait trop longtemps qu'il conduit. Donc encore une fois, même pour conduire des voitures, c'est quelque chose d'additionnel qu'on n'est pas obligé d'utiliser.
Et on peut s'en remettre complètement à ces machines-là. Mais de la même façon qu'on se remet complètement en avion pour voler. Enfin, après, bon, d'accord, c'est un pilote qui conduit, mais c'est quand même dingue de se dire qu'on vole dans un avion. Donc je pense que voilà, ça deviendra naturel et ça sera une extension de ce qu'on fait déjà. Et ça nous poussera justement à être plus intelligents et explorer des champs qu'on n'a pas encore explorés. Voilà. Ouais, tout à fait. Et dans les infos, en ce moment, on parle pas mal du chat GPT. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que c'est ? je m'attendais à cette question, donc j'ai un petit peu regardé dans le détail. Alors, ChatGPT, ce que j'aime bien, c'est déjà rappeler d'où est-ce que ça vient. C'est c'est un produit qui a été fait par OpenAI, qui est une entreprise américaine qui a été fondée notamment par Elon Musk. Et je trouve ça drôle parce que c'est une entreprise à but lucratif plafonné. Donc, le terme est assez intéressant et donc ça cherche quand même à faire de l'argent. Donc, je pense qu'un jour, ils vont le commercialiser, ChatGPT. Et en fait, aujourd'hui, c'est gratuit ? C'est gratuit, ouais. C'est un accès bêta. Il faut créer un compte et voilà. D'accord. Ce qui est logique parce qu'en fait, ils essayent de tester la performance de ce truc-là, ils veulent du feedback et donc voilà, ils le proposent à tout le monde. Il suffit de taper ChatGPT sur Google et on arrive sur la solution. Créer un compte et parce qu'il faut s'authentifier et on peut déjà interagir avec le produit qui est un agent conversationnel, un chatbot. Et donc, on peut lui écrire raconte-moi une blague, par exemple, et il écrit une blague. Explique-moi ce que c'est que la physique quantique. Et dans 3 paragraphes, il va expliquer ce que c'est que la physique quantique. Mais Google le fait aussi. Et là où c'est très drôle, c'est qu'on peut lui dire explique-moi ce que c'est que la physique quantique avec les termes d'un enfant de 4 ans. Ah, ça, Google le fait pas. Et ça, Google le fait pas. Donc, ChatGPT, en fait, c'est un agent conversationnel qui va faire de la génération de contenu textuel et qui va interagir justement avec un utilisateur humain. D'ailleurs, ça ferait beaucoup plaisir, je pense, à Alan Turing et son fameux test de Turing, puisque là, justement, l'humain se dit qu'il parle avec un humain, alors que c'est en effet un algorithme. Ce qu'il faut voir derrière ChatGPT, donc GPT, c'est l'acronyme pour Generative Pre-trained Transformers, qui est la techno qui est derrière, donc le modèle. Encore une fois, l'IA, c'est le modèle et le cas d'usage. Donc là, le cas d'usage, c'est parler. Là, le modèle, c'est GPT. C'est la 3e version de ce modèle. D'où GPT-3. GPT-3, voilà. Et cette version, on l'appelle aussi GPT-3 175B pour billions, parce qu'il a 175 milliards de paramètres. D'accord. Donc, ça ne parle pas forcément ce que ça représente, 175 milliards de paramètres. Donc, pour se donner un ordre d'idée, les algos qui sont utilisés, notamment pour déverrouiller nos téléphones avec le visage, donc la reconnaissance faciale, sur les dernières itérations, c'est entre 25 et 55 millions de paramètres. Donc, on est sur 4 ordres de grandeur de différence. Donc, et en plus, les données qui sont utilisées, donc il y a beaucoup de données sur Internet, les sites, etc., des bouquins, c'est une immense usine à gaz à entraîner, à affiner et à avoir des résultats avec. Donc ça, je pense que c'est important de le souligner. C'est pas n'importe qui peut faire un GPT-3 demain. Et en fait, ils tirent complètement parti de cette techno que sont les transformers, qui sont bien adaptés à la gestion de données en séquence et donc le texte. C'est des trucs qui vont permettre de prendre le contexte et déterminer qui peuvent avoir une profondeur de contexte assez importante et donc comprendre qu'à la fin de la phrase, il y a des données qui sont en lien avec le début de la phrase et pas traiter juste les lettres les unes après les autres. Donc, ce qui est important, c'est que c'est ChatGPT, c'est une IA dans le sens où c'est un produit qui utilise un modèle dans un cas d'usage. On interagit avec, il y a une API et on peut aller sur le site web pour écrire. Et c'est des choses qui sont superposées. J'ai trouvé un exemple assez intéressant, c'est quand on lui pose des questions. J'ai fait le test dis-moi une blague sur les femmes, par exemple. La réponse est je ne peux pas faire. Alors, je ne l'ai pas fait mal intentionné, mais justement, j'avais lu ça quelque part, donc je voulais tester par moi-même. La réponse c'est je ne suis pas programmé pour faire du contenu offensant envers certaines minorités, certaines personnes en fonction d'eux. Ça, c'est pas dans l'algorithme. Quand je lui écris fais-moi une blague sur les femmes, il va détecter qu'il doit faire un contenu blague sur une catégorie femmes. Et à un moment, avant de vraiment rentrer dans le cœur de l'algorithme, il y a un truc, il y a un petit panneau qui va se lever qui va dire non, on ne fait pas de blagues sur des minorités, sur des personnes selon leur genre, etc. Donc là, il y a des humains qui sont intervenus et qui lui ont mis des stops. Et qui ont mis ça en dur. Oh, ok. Donc, et ça, est-ce que ça, c'est vraiment intelligent ? Donc en dur, c'est que c'est pas automatisé ?
C'est qu'en fait, c'est écrit pour toujours. Alors après, on peut mettre... Toujours. Toujours sur cette version. Donc, on peut mettre à jour cette version et on peut dire, oui, on Finalement, tu as le droit de faire des blagues sur les femmes. Alors non, mais ça peut être... l'article en question qui m'avait fait sourire, c'est que la personne dit, il y a déjà des biais parce qu'on peut dire, fais-moi une blague sur les hommes. Et donc, il fait une blague qui est nulle, objectivement. Et quand on lui dit, fais-moi une blague sur les femmes, il me dit, non, je ne peux pas parce que je ne veux pas faire de contenu offensant pour certaines personnes. Et en fait, la blague sur les hommes, c'est au sens... l'humanité, quoi. L'ensemble de l'humanité, donc c'est applicable pour un homme et une femme, et donc du coup ça lance des faux débats mais c'est déjà biaisé, etc. Bon, bref, ça m'intéresse assez peu. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que le produit complet d'intelligence artificielle a un moment un schéma de décision fixe qui est blague, femme, non. Voilà. Et ça, c'est au niveau de l'intelligence, c'est zéro, quoi. Parce qu'en fait, il a juste détecté que oui, c'est une blague, oui, c'est pour les femmes. Et arrête, et tu renvoies ce message le message tout le temps de non, je ne fais pas ce genre de contenu, quoi. Mais là, on parle de blagues, de petits contenus qui est produit, mais en quoi ça va... En quoi c'est une révolution, ce chat GPT? À quoi ça sert, en fait? Alors, je pense que c'est une production de scientifiques un peu fous, parce que c'est un peu comme Jurassic Park, ils ne se sont pas posé la question d'à quoi ça servait, mais juste de pouvoir le faire. J'espère que la fin ne sera pas la même, mais je pense que c'est d'abord cette volonté un petit peu d'aller toujours plus loin dans ce qu'on peut faire, et l'usage va venir ensuite. Donc, à quoi ça sert? Ça génère du contenu. Donc, si demain... tu veux écrire un article sur LinkedIn, je t'invite à le faire d'ailleurs. Non, mais ça veut dire que moi, en fait, je vais potentiellement perdre mon job. Non. Parce qu'en fait, alors, je comprends en fait cette peur fondamentale de se dire, oh là là, demain, tout mon contenu marketing... Je fais exprès, je fais l'avocat du diable. Je comprends, et c'est nécessaire parce qu'en fait, ça te poussera juste à avoir une valeur ajoutée par rapport à ce qu'on peut faire à côté, qui est une commodité. Et donc, si générer du contenu pour un post LinkedIn, c'est une commodité, toi, tu feras autre chose. Tu seras plus intelligent. Et que je vais me concentrer sur d'autres choses qui ne peuvent pas être automatisées. Comme par exemple l'enregistrement de ce podcast, pour l'instant. Oui, tout à fait. Et comment je sais si je veux générer un post LinkedIn sur tel sujet, je lui pose la question, il m'en génère un, je le poste. Comment je sais si quelqu'un d'autre va poser la même question, s'il aura la même réponse, et du coup, il va poster la même chose? Alors déjà, par rapport au cas que tu décris, la personne peut très bien copier-coller ton post originel et le poster. Oui, tout à fait. Mais... Donc, sur la légitimité du contenu, finalement, que ce soit généré par une intelligence artificielle ou par une personne, c'est un autre sujet, on est dans du juridique. Maintenant, la question, c'est est-ce que ce que ChatGPT t'a généré, ça t'appartient intellectuellement ou pas? C'est un contenu original? Est-ce que... Oui, voilà. Alors, c'est original, parce que j'ai fait l'exercice aussi de lui poser plusieurs fois la même question, après plusieurs questions, et il y a des petites variations. Donc, il y a quand même des petites... C'est ça qui est intéressant. Tout le monde va commencer à publier les mêmes articles. J'imagine tous les articles qu'on peut trouver sur que faire en cas de grippe. Si on tape ça sur le chat et qu'il écrit les mêmes articles pour tout le monde, on va se retrouver avec 10 articles qui sont similaires sur Google. Et Google n'aime pas trop ça. Alors après, sur le référencement, il faut voir comment Google s'en sortirait. Je pense qu'il n'indexe pas le même contenu plusieurs fois, mais ça, après, c'est encore autre chose. Et d'ailleurs, l'algorithme d'indexing de Google est à base d'intelligence artificielle, donc on y revient toujours. Par contre, sur ce que tu décris là, sur la génération de contenu, est-ce que c'est vraiment fondamental d'avoir 10 articles différents sur quoi faire en cas de grippe? Donc, par contre, peut-être que toi, tu peux faire un article en disant j'ai eu la grippe et voici ce que j'en ai retiré. Ou... oui, après on peut aller aussi un peu plus loin en se disant mais même les experts entre eux ne sont pas d'accord. Du coup, à quel moment on peut vraiment générer un texte qui dit aussi la vérité? Donc là, c'est encore un autre sujet. À quel moment on sait si le texte qui est généré, si le contenu est fiable ou pas? C'est un vrai sujet. Est-ce qu'il y a des sources qui sont citées? C'est un vrai sujet. Alors, c'est très, très intéressant cette question, puisque la partie source, j'y reviens tout de suite après. En fait, GPT-3 succède GPT-2, qui avait déjà de très très bonnes performances, et ils ont retardé la publication des résultats et de la mise à disposition de GPT-2 précisément parce qu'ils avaient peur de la génération de fake news. Parce que ça le fait très bien. Là, on arrive aux limites justement de ce type d'intelligence et d'outils qui va être accessible à tout le monde au final. Alors, il y a un sujet sur l'accessibilité, ce que je disais, la commodité auparavant, mais en fait, encore une fois, quand tu consommes du contenu qui est généré par une personne, alors il y a la partie source, en effet, mais tu peux très bien falsifier tes sources.
J'ai fait un article d'ailleurs il n'y a pas très longtemps dans Linux Mag sur la détection automatique de fake news. Est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour déterminer s'il y a des fake news? Et en fait, le début de mon article, je mets un truc et puis je mets une référence. Et j'ai mis une URL en bas de l'article. Et donc, comme c'est de la presse papier, l'URL, personne ne l'a recopié. Et en fait, c'est une fausse URL. Il n'y a même pas de vrai site derrière. Donc, tu vois, ça, on peut déjà le faire sans le générer nous-mêmes. En fait, le risque existe déjà. La question, c'est à quel point, maintenant qu'il est facile à faire, ça va le démultiplier. On en revient à ce que je disais précédemment, c'est que maintenant qu'on sait que ça, c'est possible, c'est à nous d'être encore plus alertes, de vraiment se poser des questions, de croiser les informations. C'est développer encore plus notre esprit critique. Ouais. Moi, je comprends qu'on puisse être incité à le développer encore plus, mais est-ce qu'il n'y a pas justement une pédagogie à faire derrière pour le savoir Comme moi, quand je faisais mes études, on m'a dit Wikipédia, c'était les tout débuts de Wikipédia, il fallait surtout pas prendre Wikipédia en source parce que c'est pas fiable. C'est quelque chose qu'on nous dit, on s'éduque à ça, à savoir qu'est-ce qu'on prend comme information, qu'est-ce qui est fiable, qu'est-ce qui est pas fiable. Croiser les sources, ouais. Alors Wikipédia aujourd'hui, c'est quand même une source qui est intéressante. Aujourd'hui, il y a tout un sujet aussi sur Wikipédia, sur quand les pages sont mises à jour et tout un sujet d'influence. Donc c'est très intéressant. Et pour l'instant, tout le contenu de Wikipédia n'est généré que par des êtres humains. Et donc il y a déjà ces sujets-là, en fait. Donc peut-être que ça peut être intéressant de faire des entrées Wikipédia avec ChatGPT et voir s'il y a des choses nouvelles, si ça correspond ou pas. Alors, je mettrais quand même un petit bémol. ChatGPT, c'est pas un moteur de recherche, c'est-à-dire que ça génère du contenu. Donc, on peut lui dire écris-moi ça à la façon de quelqu'un, par exemple. Mais si on lui pose une question très franche et très directe, qui est le dernier prix Nobel de physique, par exemple, alors en l'occurrence, il ne le saura pas puisque son corpus d'entraînement s'arrête à 2021. Et en plus, il répond, mais je n'ai pas ces informations-là, je ne peux pas répondre ce qu'on récupérerait justement par une recherche, une requête Google. Mais en effet, il faudra avoir cette démarche critique. Et je reviens à ta question tout à l'heure qui était très intéressante. L'intérêt de Wikipédia, c'est que tu as quand même les sources. Donc sur le même contenu, tu peux aller cliquer, et vérifier et constater, etc. Là, tu n'en as pas. Précisément parce que c'est très très compliqué d'expliquer pourquoi, vraiment quel est le processus vraiment étape par étape qui permet de générer ça. Et encore une fois, ça s'explique. Il y a 175 milliards de paramètres à interpréter, c'est juste impossible, en tout cas pour l'instant. Donc, moi, je pense que c'est... Voilà, tu parlais de pédagogie. En fait, il y a tellement de personnes qui communiquent sur le sujet aujourd'hui que la pédagogie, elle est déjà là, en fait. Et je pense qu'une fois la polémique passée sur ce que ça peut faire, et notamment d'un point de vue cyber, peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, voilà, on le sait, ça existe, et donc il faut être précautionneux avec ça, au même titre que tu as été précautionneuse pendant tes études avec Wikipédia. Justement, on va en parler. J'ai lu quelque part que ChatGPT peut générer du code aussi. Donc, on peut lui poser une question et dire est-ce que tu peux me générer un code qui serait en fait un malware? Qu'est-ce que tu en penses de cette possibilité, justement? Pourquoi il répond pas non, je ne développerai pas un malware à l'image de la blague sur les femmes, par exemple? Il pourrait, je pense que c'est un choix d'implémentation. Ça, c'est des choix qui sont réalisés par les équipes de une entreprise. Et c'est ça privée qui est intéressant. Ouais. Et après, on pourra parler éventuellement de souveraineté et de la motivation de OpenAI de faire ça. Mais en fait, est-ce que c'est toujours pareil? C'est-à-dire que coder, c'est un outil. Tu peux l'utiliser pour des choses malveillantes et des choses bienveillantes, au même titre qu'un couteau. Tu peux cuisiner avec et poignarder quelqu'un. Bon. Donc, c'est pas tant les outils eux-mêmes qui ont une volonté propre, c'est ce qu'on en fait. Coder pour faire un malware, en fait, ce qu'on disait précédemment, c'est qu'il y a des cas où c'est très difficile de dire c'est un malware très très méchant. Il y en a, c'est relativement simple, notamment faire un rançongiciel. On sait que la finalité, c'est chiffrer une machine, donc empêcher l'accès à toutes les données. Bon, je vois pas un cas bienveillant pour cette technologie-là, mais il y a des choses un peu plus particulières. Tu vois, si tu veux prendre le contrôle à distance d'une machine, ça peut être malveillant parce que tu prends le contrôle de la machine, mais ça peut être aussi pour porter assistance à une personne qui n'arrive pas à utiliser sa machine. Donc, je pense que là, on rentre dans des sujets de morale et c'est très, très compliqué. Finalement. Et d'éthique. Donc, ça, c'est pour répondre à ta question. Pourquoi, finalement, il ne l'empêche pas? Je pense qu'aussi, d'un point de vue tout à fait pragmatique, c'est que ça les intéresse de voir quelles sont les questions et quel est le code qui est généré. Parce que ce qui est assez fou, c'est que générer du texte, c'est assez simple. Mais générer du code qui fonctionne, c'est assez dingue. Andrei Karpathy, qui est un chercheur très connu en intelligence artificielle, lui, il parle de software 2.0. Et pour lui, le software 2.0, c'est le moment où la machine va commencer à faire du code pour elle-même.
et donc écrire du code dans des langages haut niveau qu'on utilise, nous, humains, pour générer des choses. Je suis en train de tester cette partie-là, justement, de voir quelles sont les limites de la génération du code avec ChatGPT. Donc, je vais rester très circonspect pour l'instant, mais c'est vrai que j'ai déjà vu du contenu où les gens disaient qu'ils avaient réussi à faire un malware. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tu veux utiliser un malware, notamment un rançongiciel, c'est pas très compliqué à trouver. C'est ce que disait Clément ici, Clément Domingo. Il y a beaucoup de hackers, de personnes malveillantes qui sont ce qu'on appelle des script kiddies, donc littéralement des enfants qui jouent avec des scripts. Ils vont récupérer un malware quelque part, le payer sur des marketplaces et l'utiliser sans même le comprendre. Donc, en termes d'accessibilité, c'est peut-être un peu plus proche, mais je ne pense pas que la population qui arrive à faire un malware avec ChatGPT soit nettement moins qualifiée d'un point de vue informatique que la population qui est capable d'aller l'acheter sur une marketplace. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est justement sur cette partie généralisation dont je parlais tout à l'heure. Moi, le premier truc que je vais faire, c'est que je vais lui demander de me faire des malwares et je vais tester mes algos sur les malwares qu'il m'aura générés. Oui. Parce que ça va me permettre de voir si ça généralise ou pas. Et donc, justement, on est dans ce que je disais précédemment, ça va me permettre de déterminer finalement la légitimité de ce que j'ai fait auparavant. Ces malwares, je vais les qualifier moi, mais je vais surtout demander à des experts de les qualifier pour me dire est-ce que c'est vraiment des comportements malveillants? Est-ce que c'est des choses qu'on peut vraiment utiliser? Est-ce qu'on peut lui demander de coder un nouveau malware qui n'existe pas encore? A priori, il le code forcément à partir de quelque chose qui n'existe pas. Donc, après, les comportements de malware, c'est connu, on parlait de rançongiciel, il y en a qui font de l'exfiltration de données, il y en a qui effacent des données. Bon, voilà, c'est des grandes familles de malware. Après, il y a plusieurs façons de faire la même chose, et donc du coup, qu'est-ce qu'un nouveau malware, finalement? Ça peut être vraiment le code explicitement écrit, ça peut être la fonctionnalité. C'est un débat un peu théorique et qui n'est pas forcément intéressant. Par contre, je pense que le code qui est généré n'est pas du code qui est disponible par ailleurs. De la même façon que ces intelligences artificielles génèrent des images. Il y avait, il y a quelques temps, un truc très intéressant qui était « Ce visage n'existe pas, this face does not exist », qui était un site internet où ça générait aléatoirement un visage. En fait, ce n'était pas une vraie personne, mais ça ressemblait à une vraie personne. Bon, voilà. Après, il y a peut-être une probabilité infime que ça corresponde à une vraie personne qu'elle n'a pas forcément vue. Bref, je pense qu'en effet, c'est du code qui est original. Et donc, moi, ça m'aide dans mon travail. Je vais voir dans quelle mesure je peux en récupérer et voir si mon algo est bon. Mais s'il n'est pas bon, je vais le récréer, je vais le mettre dans ma population. Donc, tu vas faire une veille ChatGPT. Ouais, alors ça prend un peu de temps et puis c'est pas fait pour, parce que l'outil, tu peux pas non plus faire énormément d'utilisation. Et puis là, pour l'instant, c'est vraiment du prototypage. Et voilà. Mais c'est un nouvel outil, il existe, il rentre dans ma boîte à outils et je le prends en compte dans mon travail. Et j'ose espérer que ça me rendra un peu plus intelligent. Pourquoi est-ce que c'est intéressant aujourd'hui justement d'utiliser l'intelligence artificielle en cybersécurité? Alors, parce que ça nous permet d'avoir de nouveaux outils, ça nous permet de traiter plus rapidement et de façon novatrice certains sujets. Et je vais prendre l'exemple des algorithmes sur lesquels je travaille aujourd'hui. Nous, ce qu'on fait, c'est une petite brique logicielle qu'on déploie sur les machines qu'on protège et qui va nous permettre de détecter certains comportements malveillants et notamment l'exécution ou non de fichiers binaires malveillants, donc de malware littéralement. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce qu'en fait, quand je parlais de la capacité de synthèse d'une intelligence artificielle, en fait, c'est un tout petit objet d'un point de vue informatique qui ne prend pas beaucoup de place et qui ne prend pas beaucoup de mémoire et de ressources à être utilisé, mais qui va prendre le fichier binaire en entrée et lui attribuer un score. Est-ce que c'est malveillant ou non? Alors, même si j'aime pas trop cet aphorisme, tous les modèles sont faux, certains sont utiles. Donc parfois, il fait des erreurs, ce modèle. Mais par contre, de l'avoir miniaturisé en quelque sorte, je peux le déployer sur une machine distante, là où, si je devais vérifier si ce fichier binaire est vraiment légitime à partir d'un tableau que j'aurais établi auparavant, ça prendrait plus de temps, plus de ressources, plus de compétences, etc. Donc c'est une façon, il y a un vrai sujet, en tout cas dans la cyber, de déporter l'intelligence au plus près de la menace. Donc là, sur les terminaux sur lesquels potentiellement des fichiers malveillants, des fichiers binaires malveillants peuvent s'exécuter. Et ça, c'est rendu possible par l'intelligence artificielle. On pouvait le faire auparavant avec des méthodes classiques, qui étaient des détections de règles qu'on programme explicitement. Mais ça suppose d'avoir des règles exhaustives. Ça suppose de les maintenir, puisque quand il y a une nouvelle menace, il faut le faire. Et donc, pouvoir avoir un complément avec l'intelligence artificielle d'une potentielle généralisation de détection, ça permet d'avoir une nouvelle direction, une nouvelle corde à l'arc, finalement.
Justement, quelles sont les spécificités du risque cyber? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'intelligence artificielle pour lutter contre ce risque aujourd'hui? Bah, je pense que les temporalités dans le risque cyber font qu'on est obligé d'avoir un maximum d'outils à notre disposition. C'est-à-dire que le risque évolue tellement rapidement, la menace change continuellement, elle est sans frontières, puisqu'on parle de groupes de menaces avancées, mais qui sont parfois rattachés à des États, mais en fait, c'est un problème mondial finalement. Donc, il y a des spécificités à l'intelligence artificielle qui sont utiles dans la démarche d'avoir un maximum de choses à notre disposition pour se protéger, tout simplement. Donc, moi, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est quelque chose qui m'anime au quotidien. Je pense que c'est très difficile aujourd'hui de dépendre uniquement d'experts cyber qui sont des êtres humains, qui ont des biais, qui ont des faiblesses aussi. Et donc, si on s'en remet qu'à des sachants pour avoir le maximum d'informations pour se prémunir, c'est compliqué. Donc, je préfère les voir comme un peu des androïdes à qui on va accoler des modules de détection qui auront utilisé des méthodes statistiques, parce que c'est éminemment statistique, donc qui auront vu plein de cas différents et qui vont leur apporter une information supplémentaire. On parle beaucoup de détection de malware, mais il y a aussi un gros sujet dans la cyber, c'est la détection d'anomalies dans le réseau. Parce qu'en fait, quand un attaquant va se mettre dans un système d'informatique, en fait, il va accéder à une machine, il va se connecter dessus, il va essayer de faire de l'élévation de privilèges, etc. Du coup, on peut le qualifier aussi en regardant les anomalies qu'on constate dans le réseau. Et en fait, ces anomalies, c'est pas simplement de se dire, si une connexion arrive de tel endroit dans le monde, traduire telle adresse IP, on la bloque. C'est un peu plus compliqué que ça. Aujourd'hui, on télétravaille, aujourd'hui, on a des VPN, etc. Donc, il faut il faut répondre rapidement à ces nouveaux usages et proposer quelque chose qui améliore aussi la sécurité. Et justement, l'intelligence artificielle permet de faire ça en qualifiant, par exemple, les comportements qu'on estime normaux, nominaux, et anormaux. Donc, du coup, utiliser ces technologies pour faire de la détection d'anomalies. Et donc là, c'est le modèle qui fait de la détection d'anomalies. Et l'intelligence artificielle, c'est « Ah, là, j'ai une petite anomalie dans le réseau. Est-ce que toi, analyste SOC, tu veux bien aller regarder s'il n'y a pas eu un problème ?» C'est lancer des alertes en plus, quoi. C'est ça. Qui vont rendre l'humain plus intelligent sur ce risque, justement. Qui va le rendre plus réactif. Plus réactif. Parce qu'en fait, si on devait faire ça à la main, avec des êtres humains, en fait, la personne devrait monitorer, devrait suivre des centaines de milliers de connexions en permanence et se dire, et avoir la capacité de traitement de ce truc-là, c'est juste impossible. Donc, dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est que ça va agréger tout plein de signaux faibles qui sont pas intelligibles pour nous, puisqu'on n'a pas assez de capacité de traitement, et les proposer sous une forme qui vont permettre de se rendre compte qu'il y a potentiellement quelque chose. Et là, après, l'analyste peut faire son investigation et se dire « Ah ouais, non, là, il y a un problème, il faut qu'on agisse. » Donc, ça va potentiellement nous permettre, le développement de l'intelligence artificielle pour la cybersécurité, nous permettre de mieux nous protéger donc contre le risque cyber, parce qu'aujourd'hui, les attaques, elles viennent de partout, il y en a de plus en plus. C'est très difficile en tant que juste être humain de lutter. Les boîtes qui ont des RSSI, j'imagine que c'est possible. Après, il y a plein d'entreprises ou les hôpitaux publics, les collectivités qui n'ont personne pour s'occuper vraiment de ce risque-là. Et jusqu'où on peut aller? Est-ce que tu penses qu'on peut nous sécuriser complètement, justement, lancer l'alerte à chaque fois et éviter potentiellement encore plus d'attaques que ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on a vachement de mal à lutter contre ce risque quand même. Ouais, alors, je reviens juste sur ce que tu disais sur les RSSI. Bon, les différents hôpitaux qui ont été attaqués récemment ont des RSSI et vraiment, je leur envoie tout mon soutien parce qu'ils font un métier très difficile avec des moyens restreints. Et ce qui m'anime aussi au quotidien, c'est de me dire que je leur facilite la vie parce que c'est pas facile ce qu'ils font et ils travaillent dans un domaine qui est indispensable. Pour répondre à ta question, en fait, la cybersécurité, la sécurité, la gestion de risque, c'est précisément de la gestion de risque. Le risque zéro n'existe pas. Ce qu'on peut faire, c'est un peu comme un vélo. Ton vélo, tu le mets dans la rue, s'il n'a pas de cadenas, on va le voler en 2 secondes. Si tu mets un premier cadenas, la personne va peut-être arriver avec une pince, le couper et le prendre. Mais ça va lui prendre peut-être 1 minute. Si tu mets 2 cadenas, ça va peut-être lui prendre 2-3 minutes. Et peut-être que quelqu'un va le voir et donc la personne ne va pas le faire. C'est exactement pareil, la gestion de risque. C'est mettre suffisamment d'embûches pour que le coût de compromission soit tellement élevé que ça devienne plus intéressant. Le problème qu'on a aujourd'hui en cybersécurité, c'est que le coût de compromission, il est assez faible. Parce que c'est un risque qu'on ne voit pas, essentiellement. Alors, on le voit une fois que c'est arrivé, et puis qu'après, la PME, elle fait faillite dans les 6 mois. C'est ce que disait Yann Bonnet encore, et je trouve ça dramatique.
mais c'est pas le risque de sécurité routière, par exemple. Donc, il faut qu'on s'acculture à cette nouvelle menace. Mais pour répondre à ta question, je ne crois pas qu'on pourra avoir des choses uniquement à base d'intelligence artificielle pour dire le risque zéro n'existe pas. Et j'irai même plus loin, si des personnes le prétendent, il faut être très, très sceptique, parce qu'en fait, précisément, la menace évolue tellement et tellement vite que je pense que le risque zéro n'existera jamais. Si je prends l'exemple, imaginons que j'ai une idée de génie et que je fasse un algorithme de détection de malware qui est parfait. En fait, si un attaquant arrive à mettre la main dessus, il sera capable de faire un malware qui ne sera pas détecté, parce qu'il pourra proposer des malwares à cet algorithme jusqu'à ce qu'il y en ait un qui fonctionne. Donc, je le vois plus comme une superposition de couches de protection, différents harnais, comme un maillage en fait. On parle souvent en cybersécurité du modèle de l'emmental. Tu sais, l'emmental, il y a toujours des trous. Donc les tranches d'émental, en fait, il y a plein de trous. Mais quand tu superposes plein de tranches d'émental, il n'y a plus de trous parce qu'en fait, les trous ne correspondent pas. C'est un peu ça en fait. On sait qu'on fait des choses qui sont perfectibles, mais quand on les superpose, finalement, il y a de moins en moins de trous dans la raquette. Et l'IA, c'est une tranche d'émental supplémentaire. Donc... J'aime beaucoup cette phrase. C'est très clair. Donc, c'est une menace, toujours la conclusion, contre laquelle il faut continuer à se protéger. Il faut tout mettre en place pour se protéger. Est-ce que tu as 2-3 recommandations justement à des PME, comme ce dont on parlait à l'instant, pour commencer à se protéger contre le risque cyber 3 choses qui te viennent en tête, des bonnes pratiques qu'il faut absolument mettre en place pour débuter. Pour débuter, alors je suis pas un expert cyber, loin s'en faut, donc j'ai pas forcément je veux pas qu'on prenne ça comme argent comptant. L'ANSSI fait un travail formidable là-dessus, donc allez voir ce qu'ils préconisent chaque année. Je pense que ce sera hautement plus intelligent que ce que je vais pouvoir dire, mais en fait c'est tout simplement le considérer. L'erreur qu'on a sur le risque cyber, c'est de se dire moi j'ai rien à cacher, et puis en plus alors déjà en privé, et puis en plus ça intéresse qui finalement? Moi, c'est ce que me dit ma mère parfois, que je salue, qui va être intéressé pour récupérer mes données sur mon ordinateur. Voilà. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, c'est tellement facile d'automatiser tout ça que tout le monde est une cible. Et une fois qu'il y a la compromission, après, on se pose la question de est-ce qu'on peut en tirer de l'argent? Donc, il ne faut surtout pas se dire 1, j'ai rien à cacher, et 2, finalement, ça intéresse personne, parce que c'est faux. Donc, prendre conscience de ce risque-là, se former, se documenter, se renseigner. Encore une fois, je trouve que l'ANSSI fait un travail vraiment laborieux pour eux, et on ne le dit pas assez, mais ils mettent à disposition beaucoup de contenu pour justement comprendre un petit peu ces enjeux-là, et puis se rapprocher de personnes dont c'est le métier. Donc c'est assez difficile, je me mets à la place des RSSI aujourd'hui, parce qu'on vend une multitude de solutions qui promettent monts et merveilles. Il faut se rapprocher des acteurs qui ont les mêmes intérêts que vous. On n'a pas trop parlé de souveraineté, mais c'est le cas. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place en France. Tu as parlé ici du campus cyber, ça en fait partie. Il y a d'autres initiatives, par exemple OpenXDR Platform, qui est justement la boîte à outils qui permet au RSSI d'associer les différentes solutions pour s'assurer que chaque module de protection va bien dans le bon sens et que c'est bien dans son intérêt. Donc se rapprocher des personnes dont c'est le métier et s'assurer que les intérêts sont convergents. Merci beaucoup, Constant, c'est le mot de la fin. Merci d'être venu nous parler d'intelligence artificielle et de cybersécurité. Et pour clôturer cette émission, j'aimerais juste rappeler que nous sommes aussi présents sur Instagram si vous voulez découvrir les coulisses du podcast. À très vite dans le monde de la cyber. Au revoir, Constant. Au revoir. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.